Le succès modéré mais notable de Détour mortel en 2003 convainc les producteurs qu'une suite peut s'avérer rentable. Toutefois, à l'époque, la stratégie des suites en direct tout vidéo est en plein essor, surtout pour les films du genre. Comme au temps béni des vidéoclubs, les studios voient en effet dans ce type de distribution une manière efficace de réduire les coûts tout en atteignant directement les fans à travers les marchés vidéo et DVD, alors en pleine croissance. Les boîtes de prod Summit Entertainment et Constantine Film décident donc d'adopter ce modèle économique pour Détour Mortel 2. Une suite au rabais pour un film qui reposait sur ses situations tendues et sa réalisation efficace. Et qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison Close. Aujourd'hui, sortez vos caméras et vos t-shirts de Battle Royale car nous allons parler d'un film... euh, Pour rappel, Détour mortel était un petit survival d'un classicisme à toute épreuve, mais d'une efficacité redoutable grâce à un scénario qui multipliait les péripéties amusantes et à une mise en scène aux petits oignons. Une suite ne s'imposait pas du tout, mais vous savez aussi bien que moi que les sagas de films d'horreur sont increvables tant qu'il y a du pognon à se faire. Problème, le budget ayant été divisé par 3, l'équipe créative est remodelée de fond en comble et le scénario de cette séquelle se voit confié aux bons soins du duo Thierry Meyer et Alfredo Septine, deux scénaristes chevronnés à qui l'on doit quelques scripts de Smallville, mais surtout les histoires de Leprechaun 2, Candyman 3 et Sleepstalker, des productions horrifiques dont la note culmine à respectivement 4,5, 3,9 et 4,7 sur IMDb. Ouais, y a pas à dire, ça vend du rêve. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de talent? Eh bien, on pioche dans l'air du temps et on racole au maximum. De fait, Septine et Meyer choisissent d'introduire un élément satirique qui va servir de base à cette seconde histoire en ajoutant à l'équation une émission de télé-réalité, un genre qui dominait alors le paysage médiatique et qui a donné lieu au meilleur film d'horreur de cette décennie. Non. Cet angle d'attaque permettra selon eux d'attirer non seulement une audience plus large et plus jeune, mais aussi de se moquer des tropes de ce genre télévisuel qui tend quand même le bâton pour se faire battre, Oh, on n'est plus ensemble, allez, va là-bas. Qui c'est qui a pété? tout en offrant un cadre différent aux aventures somme toute assez classiques du premier volet. Et honnêtement, sur le papier, avec un peu d'indulgence, ça peut être marrant, mais c'est quand même dommage de déjà prendre l'orientation comique dès le deuxième volet, là où Freddy attendait le troisième, Chucky attendait le quatrième, et même Jason attendait le sixième, et encore, derrière ces trois films, il y avait des réalisateurs de talent. Puisqu'on en parle, la caméra de Détour Mortel 2 est confiée à Joe Lynch, le réalisateur des excellents... de rien en fait, puisque le bonhomme dispose de peu d'expérience dans le domaine des longs métrages, mais qu'il se dit quand même passionné par les films d'horreur. Son enthousiasme convainc les producteurs de lui faire confiance, eux qui cherchent justement à conserver un certain équilibre entre respecter le ton du premier film et renouveler la formule afin d'attirer de nouveaux spectateurs. Budget limité oblige, le casting va tapiner du côté des acteurs de seconde zone et recrute en tête d'affiche Erika Larsen, que l'on avait déjà pu voir dans la suite du projet Blair Witch, à savoir Blair Witch 2, le livre des ombres, Ça c'était nul, mais pas inintéressant dans ses intentions. et le remake de Massacre à la tronçonneuse, version Marcus Nispel. Ça c'était bien. La violence sèche, le grain de l'image, l'ambiance poisseuse et le rythme, tout ça concourait à faire de cette réinterprétation du classique de Toby Hooper une petite pépite. Mais revenons-en, si vous le voulez bien, à Détour Mortel 2. Le reste du casting se compose principalement d'Henry Rollins, de Texas Battle, de Daniela Alonso et de Steve Brown, tandis que du côté des méchants, le toujours très bon Julian Richings laisse sa place à l'inconnu Jeff Scruton dans le rôle emblématique de Three Fingers et Wayne Robson revient dans le rôle du vieil homme. A noter qu'il est d'ailleurs le seul acteur survivant du premier film. Un casting de second couteau donc, mais pas dénué de talent parce que Henry Rollins notamment a tourné avec Michael Mann et Michael Bay et que Texas Battle venait de voir la mort de près dans Destination Finale 3. Lien pour les deux premiers en description. Tout ce petit monde part en tournage le 29 mai 2006 et les prises de vue s'achèvent le 30 juin, soit un mois plus tard, des prises de vue qui ont principalement pris place à Vancouver, un choix stratégique en raison des incitations fiscales offertes par la province de Colombie-Britannique, ainsi que pour la grande variété de paysages qu'elle propose. Il faut dire qu'avec ses vastes forêts et son terrain accidenté, cette région se révèle idéale pour recréer l'environnement sauvage et oppressant de l'ouest de la Virginie où se déroule l'intrigue du film. De son côté,
Joe Lynch choisit d'adopter une approche pratique et artisanale pour les effets spéciaux, privilégiant donc les effets physiques aux solutions numériques. Et on l'en remercie, parce que sans trop vous spoiler, je peux déjà vous dire que les effets gore sont le principal intérêt de Détour Mortel 2. Des maquilleurs de talent sont donc engagés pour créer les déformations grotesques et terrifiantes des cannibales, qui sont bien entendu de retour en tant qu'antagonistes, et le réalisateur fait appel à des cascadeurs chevronnés pour exécuter les scènes d'action, ce qui va permettre de renforcer le sentiment de danger, tout en maintenant un haut niveau de réalisme dans les scènes d'attaque. Enfin, ça c'est sur le papier, hein, parce qu'en vrai... Afin de maximiser l'impact visuel du film malgré son budget restreint, Joe Lynch collabore étroitement avec le directeur de la photographie Robin Lowen pour élaborer des cadrages audacieux et des jeux de lumière dans le but d'instaurer une ambiance oppressante et malsaine. Et retenez bien ceci, parce qu'on va en reparler. Enfin, tout ça c'est bien beau, hein, mais est-ce que ces bonnes intentions suffisent à faire de Détour Mortel 2 un bon film ? Tout commence par un générique qui se la joue alien, mais qui nous hurle son manque de budget au visage, surtout en comparaison de celui du premier opus. S'ensuit une petite visite des bois où va prendre place le gros de l'action, jusqu'à ce que le réalisateur nous propose déjà le premier jumpscare moisi du film. Oula, ça commence bien. Au volant, nous découvrons Kimberly, dont le prénom a au moins le mérite de coller à son stéréotype de bimbo blonde peroxydée et vénale. C'était pas 100 000 mon cachet? Tu vas tellement crever, Kimberly. Pas de chance pour elle, la demoiselle est aussi mauvaise conductrice que mauvaise actrice et ne voit pas le pauvre SDF qui traverse la rue. Pour lui venir en aide, elle décide de lui mettre 2 doigts, mais le brave homme n'apprécie pas trop de se voir violer la bouche sans son consentement, si bien qu'il riposte avec un baiser un poil trop fougueux. Sa bouche en moins n'empêche pourtant pas Kimberly de crier, puis de tomber nez à nez avec un bûcheron qui ne se fait pas prier pour mettre à profit le talent des mecs des effets spéciaux. Ok, c'est bon film, tu as toute mon attention. Sans transition, le générique d'une télé-réalité au rabais nous rappelle le manque de budget du projet et nous donne une information qui nous sera certainement utile plus tard, à savoir que Kimberly possède un tatouage sur la jambe, un tatouage visiblement réalisé par un enfant de 6 ans. Désolé, c'est juste un tatoueur professionnel qui vient d'exploser en voyant ce truc. Les autres candidats nous sont ensuite présentés un à un, l'occasion pour nous d'immédiatement détester cette bande de branleurs pas du tout clichés. Nina, je serai la dernière survivante. Moi c'est Jake. Je suis Amber. Je suis partie en mission en Irak. Mais assez parlé. Toujours fidèle. Bon bah salut, je m'appelle John ici. On me surnomme le roi de la glisse. Alors lui, retenez bien son nom parce qu'il va vous donner envie de vous crever les tympans avec son humour de beauf jamais drôle. On pourrait faire un tas de cochonneries, personne ne verrait rien, sauf les 3 millions de spectateurs. Je l'aime bien, moi. Bienvenue dans Apocalypse. Oh putain, ce générique, ça donne tellement pas envie. Bon, l'équipe des techniciens n'est pas beaucoup mieux, hein, on va pas se mentir, même si le sosie d'Orelsan attire immédiatement la sympathie grâce à son t-shirt de Battle Royale. Et si tu ne connais pas Battle Royale, je te conseille à la fois le film, le roman et le manga. Et oui, je suis fan de cette histoire. Moi aussi. Bon, Kimberly ayant connu une scission avec elle-même quelques minutes plus tôt, il manque une participante pour l'émission. Apocalypse. Raison pour laquelle les deux mâles demandent très gentiment à la productrice de donner de sa personne pour remplir le quota. Je vois qu'une seule solution, tu remplaces celle qui manque. Non, je refuse de faire ça. Tu crois que t'as les moyens de refuser? Désolé, c'est une féministe qui vient d'exploser. Mais il se trouve que la demoiselle fait ça par amour parce qu'elle est en réalité en couple avec Orelsan. Ouais bon, oubliez ce que j'ai dit pour le t-shirt de Battle Royale, ce type est un connard de première. Le tournage commence donc et le spectateur réalise alors avec effroi que la photographie du film est vraiment dégueulasse, tout comme la réalisation de Joe Lynch. Et autant vous y habituer, hein, parce que ça va être comme ça pendant tout le film. Ah, tu me manques, Schmidt, si tu savais. Le présentateur du jeu nous met alors au parfum sur ce qui attend les candidats, et comme j'ai la flemme de tout réécrire, je vais plutôt le laisser parler. Aujourd'hui, on va se séparer en 3 équipes. L'objectif est de trouver de la nourriture. Il s'agit de la fin du monde. En théorie, vous ne pouvez pas vous en sortir.
La radioactivité est partout. Cette épreuve vous servira à évaluer votre volonté, votre endurance, votre confiance, les bêtes sauvages, les infections bactériologiques. Même si vous l'avez compris, il n'y aura qu'un seul survivant dans Apocalypse. Y a pas à dire, il sait motiver ses troupes. Ça discute encore pendant quelques minutes, puis le jeu commence enfin, et Joe Lynch décide alors de tenter des petites choses de réalisation à base de ralenti-accélération, histoire de mettre en avant des choses essentielles. Oui, vous savez, c'était vraiment important de voir le gars en train de pisser, parce que pisser, c'est la clé. Tout le monde pisse. C'est une question d'identification. Un petit détour par le camion régie nous informe que le mec n'a toujours pas terminé, et pas de chance pour lui, le vilain cannibale ne respecte pas la règle tacite de tous les hommes, c'est-à-dire que la pause pipi équivaut à un cessez-le-feu. Pendant que la productrice et Mara font papote dans les bois, notre colonel préféré se retrouve en bien mauvaise posture lorsqu'il réalise qu'un indélicat a crevé les pneus de son quad. Mais le colonel, faut pas lui chier dans les bottes. Ni une ni deux, il n'hésite pas à planter son opposant. Sauf qu'il ne faut pas non plus chier dans les bottes de ce dernier, et qu'au petit jeu de celui qu'il faut le moins faire chier, le colonel sort perdant. Ça parle un peu beaucoup de caca, là, non? En même temps, pour un film de... On retrouve Jonesy et Amber, à qui je tire vraiment mon chapeau pour parvenir à rester calme, tant Jonesy parvient à se montrer insupportable. Une lance? C'est long, c'est dur, c'est excitant. C'est l'éclate aussi, le patriotisme. Les femmes en uniforme, c'est bandant. Et malgré ses aptitudes de Dalai Lama niveau 12, Amber finit quand même par sortir de ses gonds. T'es carrément lourd, toi. J'aime pas les mecs. Oh! Et t'es lesbienne? Oh, c'est super excitant! La beaufitude, enlève ta culotte. De son côté, Orelsan se dit qu'il se mettrait bien à la réalisation d'un petit porno, mais le grand costaud n'a visiblement pas été gâté par la nature. Le Seigneur ne t'a pas donné de burne? Puis on retrouve les deux femmes en pleine activité foulard pour une scène d'action trépidante. Viens, tu vas filmer, c'est bon pour l'émission, ça. Non, c'est nul. Après cet interlude plein de tension, retour chez Orelsan qui ne lâche décidément pas l'affaire pour son petit porno, mais se retrouve non pas confronté au refus de la demoiselle, comme on aurait pu le penser, mais bien du grand costaud. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. J'y peux rien si le sexe fait fantasmer tous les téléspectateurs. Là, on essaie juste de lubrifier la chose. Deux obsédés. Allez, un de ces quatre. Et effectivement, les deux obsédés sont plutôt intéressés par la bagatelle, puisque faute d'acteurs pour leur projet, ils décident de s'activer eux-mêmes sous l'œil d'un petit coquin. Mais pas de chance pour eux, la copine d'Orelsan passe au même moment et n'apprécie que moyennement de voir son mec se faire jouer de la flûte en plein soleil. C'est du pipeau. Toujours au rayon X, apprendre l'orientation sexuelle d'Amber n'a visiblement pas calmé les ardeurs de Jonesy, qui mériterait vraiment de finir empalé par le cul au-dessus d'un volcan. Désormais, t'es la petite sœur lesbienne refoulée que j'ai jamais eue. Et dans notre famille, rappelle-moi qui a sucé l'autre en premier? La beaufitude. On retrouve alors notre colonel préféré en bien mauvaise posture, puisqu'il est sur le point de se faire saigner comme un cochon. Mais pas le temps de voir s'il va s'en sortir que nous retrouvons notre duo féminin en train de transgresser l'une des règles fondamentales des films d'horreur. Ne jamais entrer dans une cabane flippante pour y trouver un téléphone, putain. Ouais, bah vous étonnez pas de crever dans 5 minutes. De fait, leur petite visite tourne au vinaigre lorsqu'elles réalisent qu'elles sont tombées dans la maison de joyeux consanguins et qu'elles assistent à un accouchement tout ce qu'il y a de plus banal à Charleroi. Ça crie, ça cherche à s'enfuir, puis à se barricader, mais la seule issue possible s'avère être les toilettes rudimentaires de notre sympathique clan incestueux. Elles parviennent malgré tout à quitter les lieux. Malheureusement, leur fuite est interrompue par un chouette plan en snorricam. Le plan en snorricam est une technique où une caméra est fixée directement au torse de l'acteur à l'aide d'un harnais, ce qui donne l'impression que son visage reste statique au centre du cadre, tandis que l'environnement autour de lui semble bouger de manière désorientante. Le terme snorricam vient du duo de cinéastes islandais Einar Snorri et Eidur Snorri, désolé pour la prononciation, qui ont popularisé cette technique.
La productrice ayant perdu la tête, Nina se retrouve seule à la merci des consanguins, mais Dieu merci elle a vu le Seigneur des Anneaux, et c'est donc une souche d'arbre est le meilleur moyen pour se protéger d'un adversaire trop con pour regarder derrière. L'arrivée impromptue d'un autre cannibale permet néanmoins à Nina de voir la menace s'éloigner, mais elle se retrouve quand même avec un doigt, alors que l'impoli ne lui a même pas proposé un whisky d'abord. Et en parlant de doigts, on retrouve Orelsan qui a fini de mettre les siens partout dans Elena, et la laisse seule sur la plage, pendant que leur observateur se dit qu'elle est quand même bien gaulée. Mais ceci ne plaît pas beaucoup à sa copine slash sœur slash maman, On sait pas trop. Hein. qui décide d'y mettre un terme en éliminant définitivement sa rivale. Et c'est une fin de tournage pour l'actrice Crystal Lowe, mais pas le temps de pleurer la disparition de sa poitrine que l'on retrouve notre colonel préféré toujours pendu par les pieds et qui admire les tripes les moins crédibles de l'histoire du cinéma, 6 chipolatas supérieures ou 6 merguez véritables, 2,89 €. puis utilise un mouvement réglementaire de l'armée pour s'échapper. S'ensuit un combat filmé et monté avec le cul, lequel se conclut par la cascade la plus improbable du film. Retour au camion régie, où Orelsan fait une nouvelle fois preuve de son talent d'écriture, Qu'est-ce que tu fais? Tu coules un bronze? avant d'enfin subir le châtiment qu'il mérite. Et attention, meilleure transition du film. Oh, c'est cool. Et c'est bon. On découvre que le grand costaud a rejoint ses camarades et qu'il en est content, Je suis content de vous avoir trouvé. mais il ne va pas le rester longtemps, car Jonesy lui sort directement son meilleur sketch. J'arrive plus à marcher, je suis plat comme un œuf. Va falloir attendre pour tringler. Tiens, le plancher craque. Fort heureusement pour la dignité du genre humain, ce moment de grande classe est interrompu par la deuxième cascade la plus improbable du film. Nina leur annonce que Mara a été tuée, mais Jonesy n'est pas convaincu. J'imagine que vous vous souvenez du tatouage de Kimberly, hein, celui réalisé par un peintre amateur. Eh ben c'est maintenant qu'il va servir. Jonesy, c'est à toi. Sa cuisse. La petite troupe décide alors logiquement de mettre les voiles, mais c'est sans compter un vilain clou qui traînait par là. Blablabla, bla bla, développement de personnages sans intérêt, et on retrouve notre colonel qui s'est mis en tête de traquer les cannibales, l'occasion de retrouver Wayne Robson, pour rappel le seul acteur rescapé du premier film. Et alors qu'il nous explique l'origine des cannibales, il finit par nous révéler qu'il est leur père. Je dois rester près de ma descendance. Oh putain, mais j'avais raison. Ah tiens, j'aurais cru qu'on allait avoir une scène dans laquelle on apprenait que le gérant de la station était en réalité le père des cannibales. Ah ben voilà au moins un cliché qui nous aura été épargné. C'est la bagarre dans la cabane, une bagarre qui se termine en véritable feu d'artifice. Puis on repart dans la forêt pour découvrir une scène de copulation tout à fait surprenante, suivie d'une course-poursuite où se mêlent deux hommes, une femme, un trou et des cris, pas forcément dans cet ordre. Ouais, je sais, dit comme ça on dirait un porno, mais je vous assure que cette poursuite est beaucoup moins intéressante qu'un porno. Enfin, moi je dis ça, mais c'est vrai que je n'ai jamais vu, évidemment. Hein. Et finalement, le grand costaud parvient à tirer Nina. La poursuite reprend, ça saute dans l'eau, ça s'énerve, et on en revient au meilleur personnage du film qui a décidé de se la jouer Rambo, parce que là on a vraiment chié dans ses bottes. De leur côté, Jonesy et Amber trottinent pour leur vie, quand pas de bol, ils se prennent le pied dans un piège. Petit moment émotion, tragiquement interrompu par une flèche qui réunit enfin les deux tourtereaux dans la mort. Enfin, plutôt le harceleur et sa victime. Hein. Repose en paix, Amber. Et toi, Jonesy, va crever en enfer! Ignorant tout cela, Nina et Jake nous rejouent la scène du premier film où les héros découvrent le repère des monstres et leur cimetière de voitures. Sauf que ce ne sont pas les mêmes que dans le premier film. Puis ils tombent sur Orelsan qui n'a pas encore passé l'arme à gauche, ce qui ne saurait tarder. Et de fait, une petite décapitation plus tard, c'est au tour de Nina et Jake de se faire capturer. Et là, j'aimerais toute votre attention, car on va rentrer dans la partie la plus amusante du film, globalement calquée sur celle du premier volet. Nina et Jake ont donc été faits prisonniers et sont emmenés chez les consanguins pour y connaître un funeste destin façon massacre à la tronçonneuse, sauf que le colonel Rambo rôde dans les parages.
Bon, je vous passe les ultimes péripéties parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'intérêt pour cette chronique. Sachez juste que le colonel, après s'être pris quelques éjaculations sanglantes, comme Nina d'ailleurs, fait parler les armes et que le joyeux massacre se conclut par la survie de Nina et Jake qui peuvent enfin quitter les lieux, mais avec classe s'il vous plaît. Et tandis qu'ils s'en vont sans demander leur reste, la scène finale nous apprend que ce n'est que le début de l'histoire, mais que c'est quand même la fin de Détour mortel, deuxième du nom. Bon, je vais pas vous la faire à l'envers, hein, je crois que vous avez compris, j'ai plutôt été déçu par ce Détour mortel 2. Le manque de budget se fait cruellement ressentir, mais au-delà de ça, c'est surtout l'angle d'attaque choisi par le duo de scénaristes qui ne colle pas vraiment avec l'ambiance oppressante mise en place dans le premier volet. Avoir des touches d'humour, c'est très bien, hein, je suis clairement pas contre ça, mais faire de Détour mortel une pseudo-comédie, je trouve ça plutôt naze. La fausse télé-réalité ne ressemble à rien et fait cheap au possible, tandis que les personnages sont soit insupportables, soit cons, soit ridicules, quand ils ne sont pas les trois à la fois. Et pour ne rien arranger, la réalisation de Joe Lynch est assez pauvre, tandis que la photographie fait mal aux yeux. Pourtant, on sent qu'il y a une vraie envie de bien faire derrière tout ça, hein, et il est indéniable que les équipes de production ont maximisé les ressources à leur disposition, avec les contraintes budgétaires évidemment, mais ça n'empêche que le résultat final est quand même en deçà de ce qu'on peut attendre d'une suite d'un film comme Détour mortel, et même d'une suite en direct ou vidéo. Le dernier acte est clairement le plus réussi avec une photographie enfin correcte et des péripéties joyeusement sanglantes qui ne lésinent pas sur le gros rouge afin de satisfaire ses spectateurs, des spectateurs qui se montreront assez indulgents puisqu'à ma grande surprise, le film est correctement noté par le public avec 67% de notes positives sur Rotten Tomatoes et 5,5 sur 10 sur IMDb. Sans doute que le grand public a été plus réceptif que moi à l'humour du film, hein, je vois que ça. Mais c'est vrai aussi que je ne me suis pas ennuyé et que malgré toutes les critiques que je peux lui faire, le rythme du film fait qu'il passe plutôt bien. Cela dit, en termes d'angoisse et de tension, ce que personnellement j'étais venu chercher dans ce Détour mortel 2, cette séquelle évolue à 100 coudées en dessous de son prédécesseur. À vous de voir donc ce que vous en attendez, mais en l'état, il m'est difficile de vous le conseiller en toute honnêteté, mais je veux quand même que vous sachiez que le film s'est classé à la 9e place des ventes de DVD à sa sortie, et que ses recettes cumulées ont atteint 12 millions de dollars, couvrant ainsi son budget de 4 millions de dollars et ouvrant la voie à une flopée de suites dont la première ne mettra que 2 ans à arriver sur les écrans, puisque Détour mortel 3 éclaboussera nos yeux ébahis en octobre 2009. Mais ceci, les amis, est une autre histoire. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a fait marrer, que vous avez appris des choses, comme d'hab le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement qui fait plaisir, c'est très utile pour le référencement, mais je crois que vous le savez. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois d'être de plus en plus nombreux à me regarder, à me suivre, faire mes petites conneries dans mon grenier ici. Un jour, je vous montrerai l'envers du décor, je crois que vous serez déçus, mais parce que c'est vraiment tout petit ici. Mais ça n'empêche que je m'amuse toujours autant à vous proposer ce contenu. J'espère que vous avez autant de plaisir à le regarder que moi j'en ai à le faire. La prochaine vidéo est en cours de production. J'ai fini le scénario. Ce sera les meilleurs fun footage consacrés à la saga VHS. Je me suis refait l'intégrale de la saga en quelques jours, il y a 2 semaines. Et donc j'espère pouvoir vous proposer ça dans les prochains mois. Le temps de tourner et de monter tout ça, ça prend évidemment un peu de temps. Donc voilà, peut-être en juin, ce serait au mieux. On verra. En attendant, portez-vous bien, regardez des films. Et attention, ça va couper.